Bienvenue à la salle. Je tiens à remercier tous les nouveaux adhérents. C'est une association loi 1901. Sans adhérents, évidemment, nous ne pouvons pas survivre. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Voilà, si pour quelque raison que ce soit vos codes d'accès au site ne marchent pas, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous explique la procédure. Donc, je rappelle que en tant qu'adhérent, vous pouvez avoir accès aux nombreuses vidéos maintenant de nos anciennes conférences. Merci à tous de votre venue. Je vois qu'on a une belle salle, l'alchimie. C'est un thème cette année trouvé par Michel. Michel, que je remercie d'être à la salle pour la 3e année consécutive. On est très heureux de l'avoir parmi nous, surtout qu'il vient de loin. Et voilà, de temps en temps, on lui impose des thèmes entre guillemets et on lui suggère des thèmes. Et cette année, Michel a voulu faire ce thème qu'on trouvait très très bien aussi. Et donc voilà, ça tombait bien. Et puis voilà, c'est pas loin des mystères de la région du Razès, évidemment. Donc c'est tout à fait propice. Voilà, je rappelle qu'on aura à peu près 1h30 de conférence. Et ensuite, on aura un interlude de pause avec des boissons et des crêpes. Il y a les livres au fond de Michel Dessay, si ça vous intéresse. Et traditionnellement, on finit toujours par un petit débat. Si vous avez des questions, vous venez me voir à la pause. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux un dimanche après-midi par ici. Il fallait monter jusqu'ici. Bon, c'est pas simple hein, quand on voit la route. Hein. Bon, c'est bien. Hein. Dans un coin perdu de montagne, voilà, sources salées qui sont là juste derrière, hein, le domaine qui est ici. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas la région, que les fameuses sources de la salle sont là derrière. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Pour un sujet en effet un peu particulier, sur l'alchimie, bon, c'est pas le sujet le plus simple. Alors, merci d'abord à Émilie et Marc, donc, qui dirigent l'association Histoire et Mystère de l'Aude, qui est vraiment remarquable d'un point de vue, vous voyez, toutes les affiches, une organisation de conférences tout l'été, là, avec des conférences très, très diverses. Hein. Donc, très, très intéressantes. Et bon, il faut bien dire, hein, c'est une des meilleures associations en ésotérisme de l'Occitanie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, la 3e année, hein, donc je suis toujours très content de venir, à part qu'il faut traverser toute la France et qu'il y a 1250 km du Pas-de-Calais jusqu'ici, et que c'est pas de la tarte la route, vu ce qui se passe. Hein, donc, voilà. Donc, il y avait le choix de plusieurs sujets, des sujets très simples, où on faisait que raconter, donner des histoires, etc. Et l'alchimie, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Et là, j'ai voulu faire un petit peu difficile, et là, je commence à me rendre compte que ça va être très difficile. Alors, bon, voilà. Alors, quand on traite ce sujet, vous allez voir, il y a deux... Enfin, il n'y a qu'une seule alchimie, hein, mais on peut faire de l'alchimie pratiquement, c'est-à-dire on a un laboratoire, on dissout la matière, on essaie de trouver la fameuse pierre philosophale, et des vrais alchimistes, c'est-à-dire ceux qui ont un laboratoire et qui pratiquent, vont dire moi j'ai des appareils, j'ai la tanne-or, j'ai des cornues, etc. Je transforme le plomb en or. Alors moi, je ne me voyais pas faire ça parce que je ne suis pas alchimiste de formation, je vais en parler, mais je ne suis pas alchimiste. Donc je ne me voyais pas installer un matériel ici puis faire une démonstration. Même de dissolution d'un métal, d'un végétal, à défaut de transformer le plomb en or, parce que vous savez, la fameuse formule, c'est de transformer le plomb en or, hein, si on le prend au sens propre. Et puis il y a une alchimie spirituelle, où l'adepte suit une initiation et il se transforme. Quand on transforme la matière, il se transforme lui-même et part d'un état grossier qui peut être assimilé au plomb
pour devenir une âme pure qui peut être assimilée à l'or. Donc on a en fait le même procédé, mais au lieu d'être de la matière, c'est de la matière humaine. Hein, c'est l'âme. Alors, un parfait alchimiste va vous dire, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Il y a un travail sur la matière, il y a un travail pratique et il y a le travail spirituel, et on ne peut pas faire soit l'un soit l'autre. Si on faisait que de la pratique, on n'arrive à aucune conclusion spirituelle, ça ne sert pas à grand-chose. On fait comme en chimie à l'université, des expériences de chimie. Et si on fait que la partie spirituelle, bon, on évolue peut-être un petit peu, comme dans les parcours initiatiques, mais on n'a pas la preuve par la matière, le travail pratique. Hein, donc on ne va pas traiter de ce débat, bien entendu. Il est très, très délicat à traiter. Alors, de quoi je parlais alors? Plutôt de l'histoire de l'alchimie, des grands alchimistes, quelques légendes qui évoquent l'alchimie, et surtout du sens et du but, c'est-à-dire ça, quel sens de faire soit la pratique, soit le spirituel. On veut aboutir à quoi? C'est quoi la fin? Quand on arrive au bout du parcours, qu'est-ce qu'on a gagné après une vie d'alchimie, hein? Alors, ce mot est très très connu. Hein. Quand on dit alchimie, tout le monde sait ce que c'est. On se dit oui, on entend parler, on voit plein d'alchimistes dans les films. Et puis un tel, on en citera quelques-uns. Bon, la réputation d'avoir été un très très grand alchimiste. Hein. Prenez Nicolas Flamel, bon, c'est un symbole de l'alchimie. Quelques autres, le comte de Saint-Germain, bon, il avait la liqueur d'immortalité. La preuve, c'est qu'il passait les siècles, les portes du temps. Donc on en a quelques exemples, hein, on en parlera. Et puis il y en a des très très importants qui ne sont pas connus. Hein. Grands alchimistes, totalement inconnus. Il y en a qui ont écrit des chefs-d'œuvre, ils sont totalement inconnus. Alors comment va se passer l'heure et demie de conférence? Je vais donc commencer par présenter un diaporama, parce que j'avais fait un diaporama très prétentieux de 33 images. Bon, on a pris un nombre 33, bon, comme vous connaissez, symbolique. Après, je me suis aperçu que si je commentais chaque image à 2 heures du matin, on était encore là, ça ne servait à rien. Puis il y en a, bon, d'un point de vue technique, qui ne sont pas tellement bien passés. Donc en fait, je vais procéder de la façon suivante. Je vais tout montrer, les 33 d'un coup. Ensuite, je vais expliquer l'histoire, certaines choses. Et pour des explications, on reviendra qu'à certaines images. Donc peut-être une dizaine, hein, sur l'ensemble de ce qui est prévu d'un point de vue iconographique. Hein, ça va se passer comme ça. Donc après, bon, je vais faire un aperçu historique des personnages, des lieux. Alors si vous voulez visiter des lieux qui sont considérés comme demeures alchimiques en France, il y en a tout plein. Dans certaines totalement inconnues, parce que personne n'y va jamais. Et puis, quelques opérations alchimiques, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un alchimiste dans son laboratoire, quoi. Alors, au passage, vous connaissez peut-être certains lieux, hein, je vais vous donner. Alors, tout est mélangé. Vous avez des images symboliques, des images du travail, des images de bâtiments, et puis des images, vous allez voir, symboliques. Hein. Alors, voilà la première, vous voyez. Donc c'est le fameux Mercure, c'est le dieu Mercure, vous allez voir. Alors le soleil, la lune, vous voyez, dans le ciel. Voilà, notre fils, au soleil et à la lune, eh bien, c'est le dieu Mercure. Vous verrez après pourquoi il baigne dans l'eau, là. Bon. Donc c'est l'un des personnages les plus importants en alchimie, hein. Si on peut appeler personnage, puisque c'est le dieu Mercure. Hein. Alors ensuite, la deuxième image. Alors, voilà, ça, vous connaissez. C'est la sculpture qui est sur le pilier central du grand porche de Notre-Dame de Paris. Bon, que les catholiques appellent la Vierge, ben, vous voyez que c'est une Vierge très spéciale. Hein. Et que les alchimistes appellent Notre-Dame de l'alchimie. Et qu'on appelle aussi Cybèle. Alors, après, je ferai le commentaire de l'image, parce que vous voyez, il y a une échelle, il y a des livres, il y a tout un tas de choses. Hein. Donc, bon, alors maintenant, vous ne la voyez plus. Hein. Vous savez ce qui est arrivé à Notre-Dame. Déjà, avant, il y avait une grille dedans. On n'approchait pas la sculpture, parce que c'est tout petit, hein, c'est beau comme ça. Et puis, alors là, maintenant, c'est fini. Mais bon, en image, pas de problème. Alors, ensuite, alors, voilà un laboratoire d'alchimiste. Donc, l'alchimiste, le vrai, le pratiquant. Vous voyez une cornue,
éclairés par la lumière au milieu. Alors, tout un tas d'appareils, tout un tas, bien sûr, de grimoires, tout un tas de produits à mélanger, à allier, à filtrer, à transformer en vapeur, en tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Alors là, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, puisque c'est comment aurait été un laboratoire d'alchimie dans les périodes anciennes. On n'en a jamais retrouvé. Hein. Parce que quand on a dit là, c'est la demeure d'un alchimiste, il y a des peintures sur les murs, mais on ne retrouve jamais le laboratoire. Hein. En gros, les appareils, entre guillemets, ont été retirés. Hein. Voilà, on passe. Alors là, ce sont des images du mythe de la toison d'or. Bon, vous avez l'arbre qui garde la peau de bélier qu'on appelle toison d'or, avec un dragon qui protège le bélier, les guerriers de Jason, le héros grec, qui attaquent ce dragon pour récupérer la toison d'or. En bas, bon, Jason est comment ingurgité par le dragon, etc. Alors, vous verrez pourquoi ce mythe grec peut avoir un rapport avec l'alchimie. C'est typiquement alchimique comme histoire. On passe. Alors là, c'est les ducs de Bourgogne du 15e siècle. Alors les images ont été inversées parce que l'image de droite devrait être à gauche à droite. C'est-à-dire qu'à droite, c'est Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et celui sur la gauche, c'est Charles le Téméraire, le dernier duc de Bourgogne. Hein. Après, l'héritière était une fille qui épousait un prince étranger, et la Bourgogne a été perdue, c'est passé à l'Autriche, etc. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'alchimie? C'est que vous voyez, il y a ces deux personnages, un collier, avec la toison d'or du bélier, en pendant sur le devant. Donc c'est des carrés, des sortes de cubes. Et puis la fameuse toison du bélier, je vous expliquerai après quel rapport ça peut avoir avec le mythe précédent et l'alchimie. Hein. Parce que là, on est en Bourgogne au XVe siècle. Bon, alors on passe. Alors voilà la fameuse toison. Voilà, vous avez deux personnages qui étirent cette toison en haut. Et comment aller si on faisait une expérience alchimique et qu'on avait la toison d'or aujourd'hui? On dirait, ben voilà, j'ai fait une opération alchimique, puis j'ai réalisé la fabrication d'or. Ah ben cet or a l'allure d'une toison, comme une toison moelleuse, laineuse de bélier. Attention, c'est des fils d'or, hein. Mais ça ressemble à une peau de bélier. Vous voyez que c'est très très curieux, hein. Et c'est vrai. Hein. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre les deux choses. Alors on passe. Alors là, c'est le fameux palais Jacques-Cœur, je crois, il me semble bien, avec la colonne centrale à Bourges. Alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, pour ceux qui connaissent, c'est quasiment la capitale de l'alchimie en France. Avec deux palais dans cette ville, palais Jacques-Cœur et hôtel L'Allemand. L'Allemand, en un seul mot, deux très grands alchimistes, bien entendu, puisqu'à l'intérieur, si vous visitez, les sculptures, statues, tout un tas d'autres choses, évoquent l'alchimie. Ce que nient les autorités culturelles, en disant c'est de la décoration, il y a un feuillage, et il y a une tortue en bas du feuillage, puis un lapin qui passe sa tête, mais c'est pour décorer. Bon, alors, quelquefois, quand il y a des salamandres, quand il y a des cerfs couronnés, qu'il y a des trucs comme ça, vous vous demandez quel est le sens de la décoration quand même, mais ça, bon, on ne les corrigera pas, hein, ceux du ministère de la Culture. J'espère que parmi vous, il n'y a pas des personnes qui travaillent aux affaires culturelles. Bon, alors, on passe. Alors là, c'est l'hôtel L'Allemand. C'est un hôtel qui n'est pas loin du Grand Palais Jacques-Cœur. Et alors, vous voyez en haut, vous avez la chapelle. Dedans, il y a une chapelle. Et le plafond, ce sont des caissons avec des sculptures alchimiques. Donc, il y en a 30. Ouais. Alors, pour les spécialistes, ils ne sont pas mis dans l'ordre. Pour d'autres, il faut chercher. Le chercheur, il essaie de trouver dans quel ordre ça peut être, toujours pour essayer de faire le grand œuvre alchimique. C'est-à-dire que ce serait indiqué comment on fait. Comment on arrive au résultat final? Il suffit de savoir lire les sculptures et d'appliquer. Remarquez au passage que c'est dans une chapelle. Et on se dit, pourquoi on a mis des caissons alchimiques dans une chapelle? Parce que c'était vraiment au début une chapelle où on venait prier. Hein. Voilà. C'est très curieux, c'est très beau à voir. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Hein. Bon, on passe. Alors voilà les caissons plus en détail. Vous avez de drôles de choses. Hein.
il y a des animaux, il y a des petits angelots, il y a des végétaux, il y a tout un tas de choses. On ne peut pas commenter ça, hein. C'est trop compliqué. Chaque image prendrait un bon quart d'heure, puis je ne les connais pas toutes, je n'ai pas tout retenu. Il y a des livres sur le sujet, hein. On vous explique chaque chose. Alors, peut-être pas dans l'ordre, et puis on n'est pas sûr d'arriver à la réalisation alchimique quand on a fini les expériences pour autant, mais c'est très original, hein. Et là, pour dire que c'est de la décoration, pour décorer un plafond, là, on ne peut vraiment pas, hein. Hein. Et puis, en plus, les images n'ont rien de chrétien dans une chapelle. On passe. Voilà, alors regardez en détail. C'est les mêmes, mais très en détail. Vous voyez, vous avez un petit angelot qui chevauche un bâton avec une tête de cheval, vous avez une coupe renversée, vous avez quelqu'un qui urine, vous voyez, devant lui, dans un sabot. On va dire, hein, s'il y a un personnage qui urine dans un sabot, qu'est-ce que ça a comme alchimie? Eh bien, il y a un rapport avec l'alchimie, c'est-à-dire que les sels d'ammoniac contenus dans l'urine servent pour dissoudre certains produits. Donc on signale la chose par un jet d'urine. Alors, à d'autres endroits, c'est des dames qui relèvent leur jupe, qui urinent devant elles. Vous voyez ça au Plessis-Buret, c'est effarant. Mais c'est totalement alchimique, hein. Ah, vous voyez, bon. Alors là, c'est des châtaignes, vous voyez, en haut. Alors, il y a un nombre de châtaignes. Bon, je crois 7. Là, elles sont disposées d'une certaine façon. Rien n'est dû au hasard. C'est-à-dire tout est symbolique. L'objet, le nombre de choses qu'il peut y avoir dans la figure, les objets, la coupe renversée, etc. Hein. Ça vous donne un aperçu. On ne commande pas parce qu'on ne pourrait rien faire que 2 heures que sur le commentaire de ça. Ça deviendrait fastidieux, puis ce n'est pas le but de la conférence générale sur l'alchimie. On passe. Alors là, c'est Paris. Vous retrouvez Notre-Dame de l'Alchimie en haut à gauche, et vous retrouvez ce qu'on appelle les fameux médaillons, c'est-à-dire quand vous rentrez dans ce portail central qui fait comme une sorte d'entonnoir vers les portes, hein, c'est un sort d'oblique. Vous avez des sculptures sur les côtés gauche, des sculptures sur les côtés droits. Il y en a 28 en tout, 14 de chaque côté et 5 à part, hein. Donc on a 33 si on compte Notre-Dame de l'Alchimie, et puis d'autres sculptures. Il y a Job sur son fumier, il y a Abraham qui va sacrifier Isaac, etc. Ce qui est très chrétien quand vous êtes à Notre-Dame de Paris, mais qui, d'un autre côté, c'est très alchimique. Parce que le fumier de Job, c'est le compost. Le compost, c'est la décomposition de la matière, etc. etc. Hein. Donc, ça a un sens alchimique, l'histoire de Job. Un sens normal, hein. Toutes les histoires ont un sens normal, un sens historique, un sens symbolique, un sens alchimique. Vous avez plusieurs sens dans les mêmes histoires, hein. Voilà, c'est inaccessible aujourd'hui aussi, puisqu'il y a la palissade devant la façade de Notre-Dame de Paris. Alors c'est pareil, hein. Il y a des petits personnages, il y a une dame qui donne un coup de pied à un autre personnage, un jeune homme qui tombe de cheval, etc. Il y a un chevalier en armure qui brandit une épée, et c'est toutes des étapes de l'alchimie aussi. On reverra peut-être après ça dans les explications. Voilà, on passe. Voilà, vous en avez d'autres. C'est toujours les médaillons à Notre-Dame, hein. Ils sont faits comme ça. Alors vous allez retrouver les mêmes à Amiens, à peu près les mêmes à Amiens, et les mêmes à Chartres, hein. C'est-à-dire beaucoup de sculptures sont correspondantes. Alors quelquefois on fait les écus circulaires, quelquefois triangulaires, quelquefois sous forme des écussons, des blasons. Mais dedans, vous allez retrouver, là-bas en bas, vous voyez la dame qui donne un coup de pied à un personnage. Bon, c'est la reine qui envoie balader le mercure dans l'alchimie, etc. etc. Hein. Alors pour l'Église, puisqu'on est quand même à Notre-Dame de Paris, c'est les vices et les vertus. Donc il y a une sculpture, c'est une vertu et un vice correspondant. Bon, par exemple, eh bien, vous avez la droiture, puis en dessous vous avez l'orgueil. Donc on dit l'orgueil, ben, c'est le jeune homme prétentieux qui essaie de monter à cheval sans connaître l'équitation. Le cheval fait une ruade et le désarçonne. Eh bien, c'est l'orgueil châtié. Bon, l'alchimie,
C'est l'apprenti qui essaie de maîtriser l'œuvre et qui, au début, fait 36 expériences parce qu'il n'y arrive pas. Donc, vous avez toujours une double lecture, ou triple, ou quadruple. Hein, on passe. Alors là, vous êtes un manoir au nord d'Angers qui s'appelle le Plessis-Bourré. Donc il y a un monsieur Plessis-Bourré, grand argentier du roi Louis XI, qui a fait construire une demeure phénoménale avec beaucoup de symboles alchimiques dedans et aussi un plafond peint avec des caissons, comme vous voyez là. Ah, c'est encore plus sophistiqué qu'à Bourges. Parce que là, vous avez des dauphins, des tortues, des êtres hybrides, des sirènes, etc. Et vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle l'anguipède. C'est un homme à queue de poisson, de dragon, avec une femme nue dessus. Et puis, un petit garçon sur son dos qui essaie de boucher avec un appareil sa queue. Serpentiforme. Alors, pour interpréter ça en alchimie, bravo, là, il y en a 27, je crois, de tableaux de ce genre. Alors, ils sont gris et orangés, c'est pas mal. Bon, quand vous êtes dans des endroits de ce genre, il faut toujours avoir la tête à l'envers parce que vous regardez le plafond. Et, oui. Et quand vous êtes avec une guide officielle, parce que c'est une demeure privée, il y a quelqu'un qui possède le château de Plessis-Bourré. On vous dit que comme il y a le guide du château, vous ne pouvez pas faire le commentaire vous-même. Donc on le fait à l'extérieur, imaginez, mais la guide n'y connaît rien en alchimie. Alors elle vous dit, vous avez un très beau plafond décoré. L'artiste s'est défoulé en faisant des animaux bizarres. Bon. Alors quand vous voyez ça, vous dites on peut avoir une envie de décorer, il faut le faire. Hein. Mais bon, alors si un jour vous passez par là, c'est à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Angers. Voilà. Un fameux Plessis-Bourré, grand argentier du roi Louis XI, a été accusé d'avoir fait ce chef-d'œuvre en détournant l'argent de la gestion du trésor du roi. Et puis, si on ne pouvait pas croire à ça, parce qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait fait quelque chose de mal, bah, il était alchimiste. Alors forcément, comme il fabriquait l'or, il pouvait se payer tout ce qu'il voulait. Mais alchimiquement et artistiquement, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Voilà, on passe. Alors là, le Louvre, vous voyez, là, c'est une peinture alchimique. Je ne sais pas si c'est au Plessis-Bourré ou ailleurs, mais vous avez des images comme ça. Je crois que vu le style, ça doit être au Plessis-Bourré aussi. Hein? Parce que bien sûr, il y a une symbolique du loup, une symbolique de ceci, une symbolique de cela. Hein? Des inscriptions latines, etc., qui signifient quelque chose. On passe. J'ai pas réussi à la voir en couleur, celle-là. Alors là, bon, la photo n'est pas très bonne, parce que l'original n'est pas bon. Il y en a peut-être qui connaissent. C'est la façade de l'hôtel de ville de Paray-le-Monial. Alors, à Paray-le-Monial, quand vous allez à la mairie, vous avez une façade comme ça. Et vous avez tous les petites sculptures, les petits médaillons que vous avez, que la secrétaire de mairie prétend être des décorations. Ce sont des sculptures alchimiques. Elles ont une interprétation aussi. Il y a un alchimiste dans le coin qui a décoré un palais, qui est devenu l'hôtel de ville par la suite. Donc, c'est Paray-le-Monial, c'est un peu au sud de Dijon, par là. C'est pas loin de la vallée du Rhône. C'est près d'Autun, là, dans ce coin-là. Alors, c'est très connu parce qu'il y a eu l'histoire du Sacré-Cœur. Il y a une sainte qui a vu le Christ, qui lui a montré son cœur, elle a lancé le culte du Sacré-Cœur, le roi n'a pas voulu, etc. Et c'est une ville alchimique en même temps. Hein. On passe. Alors là, c'est à Chartres, très bien. Vous voyez, alors là, les médaillons sont triangulaires, vous voyez, c'est un personnage qui monte le corbeau. C'est un corbeau, vous voyez, dans le triangle. Le corbeau symbolise l'œuvre noire, le début de l'œuvre alchimique. Donc chaque fois que vous voyez les sculptures de ce genre dans une cathédrale, ça commence par un personnage qui monte le corbeau. Après il y a une colombe, après il y a un phénix, ouais, tous les animaux qui passent. Hein. On commence par l'œuvre noire, symbolisée par un oiseau tout noir, le corbeau. Voilà, on passe. La fameuse salamandre, voilà, qui a la particularité de traverser le feu sans brûler. Bon, donc ça veut dire quelque chose. Hein. Si on trouve un moyen de vaincre le feu, vous savez que c'était le symbole de François Ier. Si vous allez au château de Chambord, il y a les salamandres dans le feu un peu partout. Hein. C'était son emblème. Hein.
Alors en fait, la vraie salamandre, l'animal, brûle quand on le passe dans le feu. Hein. Mais pas tout de suite. C'est-à-dire que elle est gluante, elle est enduite d'un produit très spécial qui fait qu'on la voit avancer dans les flammes sans brûler. Mais si vous la laissez trop longtemps, à la fin, elle flambe aussi. Mais ça, comme on ne le sait pas trop, on considère que c'est l'animal qui peut vivre dans le feu, comme un initié alchimiste qui est censé maîtriser le feu, hein, puisque c'est une science du feu, hein, l'alchimie. On manie beaucoup des produits que l'on chauffe, qu'on porte à ébullition, qu'on dissout, tout ce qui s'ensuit. Hein.